Notre dossier du jour. Bonjour Véronique. Alors la protection des données, c'est un vaste sujet qu'on va aborder ce matin. Un peu casse-tête pour tous ceux qui ne sont pas des experts en informatique, contrairement à moi. Je plaisante. La protection des données, eh bien en quelques mots, qu'est-ce que c'est? On vous dit tout en quelques mots, mais en quelques chiffres aussi. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Oh bah oui, avec ça, t'es bien protégé. Je sais, ça craint. Faudrait que je change. Piratage informatique, usurpation d'identité électronique, vol de données bancaires, 7 Français sur 10 sont inquiets concernant la sécurité de leurs données personnelles et l'utilisation de celles-ci par les grandes entreprises d'Internet. Et on a raison d'avoir les chocottes. Internet, c'est la jungle. En 2017, en France, plus de 19 millions de personnes ont subi des actes de cybercriminalité et 70% des entreprises en auraient été victimes. Les failles sont souvent humaines avant d'être technologiques. Plus d'un Français sur deux utilise le même mot de passe pour tous ses comptes en ligne. Trop malin. Et seulement 22% des Français déclarent être bien informés des mesures à prendre pour sécuriser leurs données. Pourtant, c'est pas si compliqué. Déjà, on arrête avec le mot de passe hyper simple. Plus il est long, plus il est sûr. On arrête aussi d'être naïf et de croire au Père Noël. Le mail des impôts qui vous demande votre numéro de carte bleue pour un remboursement, c'est forcément bidon. Et les mails inconnus qui vous invitent à cliquer sur un lien, c'est non. Car sinon, bonjour les virus. Ok, c'est bien net. Voilà, ils arrivent à me faire rire encore avec leur virus. Ouais. Je suis très bon public, décidément. Véronique, comme on vient de le voir dans le reportage, pas facile, effectivement, de garder l'anonymat sur Internet. Juste une chose, qu'est-ce qu'on entend exactement par données personnelles? A priori, je vois ce que c'est, mais dites-nous exactement la définition. Alors, je suis sûre que vous allez penser que c'est simplement votre nom, votre prénom. Non, en fait, ce sont toutes les informations qui peuvent identifier directement ou indirectement une personne. C'est-à-dire, effectivement, son nom, votre numéro de téléphone, mais ça peut être aussi une photo, ça peut être votre adresse personnelle, votre adresse mail, l'adresse IP de l'ordinateur, c'est-à-dire l'adresse IP, c'est le numéro de l'ordinateur qu'on peut tracer. Ça peut être aussi une empreinte, vous savez, hop, ça peut être un enregistrement vocal, ça peut être aussi un numéro de sécurité sociale, ça va être toutes les clics que vous allez faire, tout ce que vous allez enregistrer, toutes les activités Internet et donc tous les contenus que vous allez poster. Voilà, c'est très très large en fait. Donc pour les protéger, mot de passe, et on a vu dans le reportage, le plus complexe possible. Ça devient une usine à gaz au bout d'un moment, les mots de passe, non? Alors en fait, le mot de passe, c'est la clé d'accès à tous ces services. Alors vous imaginez, ça va être la clé de votre maison. Vous vous rendez bien compte que votre clé, plus elle est sécurisée, plus votre mot de passe est sécurisé, plus votre maison va être sécurisée. Donc en fait, l'intérêt, ça serait d'avoir un mot de passe pour chaque service. Ça, on est bien d'accord, c'est impossible. Alors moi, je vais vous donner une petite solution là qu'on voit, c'est qu'en fait, il faudrait retenir une phrase, par exemple. Une phrase, là, la phrase qu'on a vue tout à l'heure, c'était « Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ». Et une fois que vous avez retenu cette phrase, vous allez prendre l'initiale de chaque mot et ça va vous créer un code. Alors, le jour où on a oublié le code, on remet la phrase sur le papier et on retrouve on est d'accord. Le seul problème de ça, c'est qu'il faut faire ça pour tous. Alors, il y a une meilleure chose, c'est que c'est un gestionnaire de mots de passe. Qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire de mots de passe? C'est un coffre-fort. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez déposer tous vos mots de passe et vous allez retenir qu'un seul. Alors, regardez. C'est hyper dangereux parce que si du coup on me craque le mot de passe du coffre-fort, ils sont extrêmement protégés. Là, ils sont extrêmement protégés. Ouais. Vous voyez, il y en a plusieurs qui s'affichent, notamment KeePass qui est gratuit, que je trouve c'est un des plus performants à l'heure actuelle. LastPass qui est très bien. Le package de base est gratuit. Après, si vous voulez aller plus loin, vous payez environ 2,67 € par mois. Puis le dernier, Dashlane, lui, il est un petit peu plus cher. C'est 3,33 € par mois. Il y a une sécurité qui est plus importante. Mais objectivement, là, on peut y aller. Ils ont tous des VPN. On peut complètement être tranquille par rapport à ça. Donc, j'en parlerai tout à l'heure VPN, c'est l'ultra-sécurité. Oui, c'est l'ultra-sécurité. Je vous en parle tout à l'heure. Donc là, c'est un bon moyen. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir comme ça son petit coffre-fort où on vient mettre tous ses mots de passe. Ça, c'est les mots de passe. Mais comment faire pour ne pas être traqué sur Internet? C'est justement l'interrogation de Laetitia. Elle vous pose sa question. Dans notre société où le numérique est très souvent indispensable,
Lorsqu'on veut télécharger une application sur notre smartphone, ordinateur ou tablette, les conditions générales de ces applications nous demandent un accès à nos photos, nos contacts, nos SMS. Si l'on refuse, il nous est impossible d'obtenir l'application en question, ce qui est assez frustrant. Que peut-on faire contre ces cookies qui entrent dans nos vies et sont ensuite classés et revendus presque à notre insu? Nous sommes pistés et je ne crois pas que cela reste anonyme. Oui, les cookies, on préfère ceux de Carole, personnellement. Mais effectivement, il y a beaucoup de cookies quand on va surfer sur Internet. Comment faire pour s'en protéger ou en tout cas essayer d'en avoir un minimum qui nous suivent? Alors, être devenu anonyme sur Internet, c'est un vrai luxe, d'accord? Mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour pouvoir être anonymes. Maintenant, je vais vous donner plusieurs étapes. La première des choses, on va commencer par tenter de ne plus aller sur un moteur de recherche comme les géants, c'est-à-dire Google, Bing, Yahoo. On va essayer de les mettre de côté parce qu'eux, ils ont des petits cookies. Ces fameux cookies, en fait, c'est un fichier texte. C'est-à-dire que le moteur va poser un fichier texte dans le disque dur de votre ordinateur. Ça va servir à quoi? Non, mais alors ça, c'est inoffensif. Simplement, c'est comme un petit traceur. C'est-à-dire que moi, je vous mets un petit traceur, un petit GPS, pouf, je vous le pose. Et puis, quand vous éteignez votre ordinateur, il est toujours là. Vous le rallumez, il est là. Et le moteur de recherche, quand vous rallumez votre ordinateur, il sait que, hop, vous avez tapé, par exemple, tiens, Carole cuisine. Voilà. Donc, il est toujours actif. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des sites maintenant qui, en fait, ne tracent pas, comme Quant, comme DuckDuckGo, comme Lilo et comme Ecosia. Alors, il y en a plusieurs. DuckDuckGo étant le plus vieux, Quant étant un moteur de recherche français. Développé dans notre région. Voilà. En 2013, il a vu le jour et il marche très très bien. C'est le 7e en France, moteur de recherche français. Vous avez Lilo qui, lui, est assez intéressant parce qu'il revend 50% de ses revenus publicitaires à des œuvres écologiques la plupart du temps. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, ça, c'est la première des choses que vous pouvez faire. Ensuite, on va régler correctement son navigateur. Par exemple, moi, j'ai Firefox. Je ne sais pas si vous utilisez Internet Explorer ou pas, mais sur Firefox, vous avez une petite option et dans les options, il y a vie privée. Et là, vous allez cocher plusieurs choses. Vous allez cocher d'abord indiquer au site que je ne souhaite pas être pisté, supprimer les cookies à la fermeture de Firefox et puis dans l'historique, vider l'historique lors de la fermeture de Firefox. Je relis mes notes parce que c'est des mots vraiment très précis. Ça, vous les cochez. Et ça, c'est respecté derrière. Alors, c'est plus ou moins respecté, mais disons que si vous avez fait ça, c'est toujours la même chose. Vous êtes moins tracé. Et puis après, vous avez des petits logiciels justement, traçage. Il y en a un qui s'appelle Do Not Track Me, ne me traque pas. Alors, c'est tout simplement, c'est un plugin. Un plugin, c'est un petit module supplémentaire. Vous avez votre voiture, par exemple, et puis vous voulez une option. C'est pareil. Le plugin, c'est une petite option de Firefox. Vous téléchargez ça tout bêtement. Alors, il est quand même sympa, ce petit Do Not Track Me, puisqu'en fait, il empêche plus de 600 sites, dont Google, dont Facebook, à vous tracer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis enfin, la meilleure des choses, c'est le VPN. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un VPN? Vous allez imaginer le réseau informatique comme une canalisation. Imaginez une grande canalisation avec des tuyaux qui vont partout, qui relient les ordinateurs entre eux. Admettons qu'il y a un ordinateur entre moi et vous, Eric. Eh bien, moi, je vais prendre un petit tuyau en plastique et je vais le faire passer dans cette canalisation. Vous imaginez bien que toute l'eau de la canalisation, là, elle va plus passer dans le tuyau en plastique qui relie nos deux ordinateurs et que ainsi, le flux d'informations entre ces deux ordinateurs est complètement protégé. C'est ça le VPN en fait. C'est un canal qui permet de bloquer, de complètement protéger. Alors, il faut savoir que les antivirus vous en proposent maintenant. Avant, ils ne le proposaient pas, ils vous en proposent, mais il y en a quand même qui sont très bien tout seuls sans passer par un antivirus. Je pense notamment à NordVPN parce qu'il a un prix très intéressant, il a une popularité assez sympa et il est de 3,17 € par mois, mais pour 3 ans. Donc, c'est celui que je trouve le moins cher et le plus intéressant. Voilà, on fait notre shopping en même temps avec vous, mais c'est bien de nous donner quand même quelques pistes pour ne pas être pisté, justement. Témoignage, écoutez, d'Oriana, qui nous donne quelques trucs et astuces. Elle nous les rappelle, parce que normalement, quand on fait des achats sur Internet, on a quand même quelques bases. Elle nous rappelle ces trucs et astuces pour sécuriser ses achats en ligne. Écoutez. Pour protéger vos données à caractère personnel, les petites astuces que je mets en place au quotidien, par exemple, lorsque vous achetez sur un site marchand, par exemple des vêtements, veillez à ce que le site soit sécurisé. Comment? C'est très simple. Vous vérifiez qu'après HTTP, il y ait bien le S dans la barre d'adresse du site.
Ensuite, lorsque vous saisirez vos coordonnées bancaires, votre carte bleue, surtout bien veiller à ce qu'il y ait le petit cadenas vert. Ces éléments vous indiquent que le site est effectivement sécurisé. Voilà, donc ça, sur le plateau, vous étiez relativement au courant de ça, donc voilà, mais c'est toujours bon de le rappeler. Ce sont des démarches personnelles, ça c'est nous qui agissons sur l'ordinateur. Est-ce que du côté des pouvoirs publics, il y a quelque chose qui a été mis en place pour protéger un petit peu nos données à nous? C'est le RGPD, c'est le Règlement général de protection des données qui a été mis en place depuis 2018. C'est une loi européenne et qui permet de protéger, qui a obligé les entreprises à protéger justement la mise en place de ces deux, enfin la façon dont ils traitaient les données. Et ça a été quand même important puisqu'il y a plusieurs actions qui ont pu être attentées. Et il y a des procès en cours, notamment vis-à-vis des grands GAFA, Google, etc. Donc avec le RGPD, je peux actionner, alors je demande quoi? Au pouvoir public? À la CNIL, ouais, à la donc CNIL. à la Commission nationale informatique et liberté, c'est elle qui régit tout ça. Et vous pouvez attenter une action en justice si ce n'est pas respecté. Donc les données ont été utilisées, je veux réparation. Exactement. Et on obtient réparation. Oui, entre 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros. Ça, c'est les sanctions pour les gros. Voilà. Et ça peut retomber dans la poche de celui qui a porté plainte ou pas? Oui, alors pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il y a des dédommagements qui sont prévus ou pas? Mais il y a je vais y arriver. Il y a des dédommagements qui ont déjà commencé à être faits, notamment en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg. Merci Véronique. Allez, après.